parle d'un sujet très important. Un sujet que tout le monde connaît, quelque chose qui touche tout le monde. C'est-à-dire, il s'agit des riches et des pauvres. Ouais. Dans la vie, il y a les pauvres et puis il y a les riches. Et puis les pauvres, c'est des gars, c'est-à-dire, tu peux rien faire avec les pauvres. Tu peux même pas discuter avec les pauvres. C'est-à-dire, tu essaies de lui parler d'un truc important, un truc sérieux, il te dit seulement que, hey, mon frère, j'ai faim. Oui, mais essaye de discuter, man. Là, j'ai envie de te parler de la fonte des glaciers du pôle Nord. Hein? Je veux te parler de la faune sous-marine, la biodiversité de la faune sous-marine. Mon grand, j'ai faim. Et puis déjà, les pauvres ont un truc, c'est que la vie des pauvres est difficile. Même la mort. C'est-à-dire que quand un pauvre meurt, tu as envie de dire que, ouais, mon frère, ta vie était dure, même ta mort est dure, mon frère. Pourtant, la mort des riches, vous savez, les riches, c'est les gars qui meurent, tu sens qu'il y a quelque chose dans, même sa mort, c'est bio. On dit, il est mort de quoi? Non, il est mort d'une double rupture de ligament avec traumatisme post-opératoire. Tu sens que ça, c'est une mort qui respecte le pouvoir d'achat du gars. Il est mort de quoi? Oh non, triple rupture d'anévrisme, anévrisme. C'est pas n'importe qui que ça se coupe, hein? Je te jure. Alors quand un pauvre meurt, il est mort de quoi? Aka, il est mort de diarrhée. C'est quoi ce genre de mort? Ouais. C'est-à-dire que même dans ta mort, tu manques d'ambition. C'est-à-dire là, car la diarrhée, je sais pas, lave tes mains, nettoie les aliments. C'est quoi cette façon de mourir là, mon frère? Et puis, il y a un truc encore plus important, c'est l'enterrement d'un pauvre. Quand un riche meurt, le village est heureux. On sait qu'on va boire, on va manger. Et c'est le seul moment qu'on peut manger une joie chez les riches. Oui, les riches sont chiches, ils ne donnent rien à personne. Et c'est pour ça qu'ils restent riches. Hein. Vous les pauvres qui distribuez le peu que vous avez, vous allez mourir pauvres plus. Et l'enterrement d'un pauvre, personne ne veut y aller parce qu'on n'est pas sûr qu'il y aura à manger. Et puis, quand un pauvre, vous savez, quand nous on va dans un deuil, le plus important pour nous, c'est le nombre de bières et de cuisses de poulet qu'on va chop. Et quand il n'y a pas à manger, c'est un problème terrible. Et il y a toujours un gars qui arrive au deuil comme ça que, ça c'est quel genre de, deuil ça? Comment? Tu viens dans un deuil, tu pleures pendant 2 heures. À Mofdé. On te donne une maigre bière. Merci. Aïe! Que tu dois boire avec 2 personnes que tu ne connais. À Mofdé. Je ne voulais même pas venir dans l'Odysée. Hein. Comment? Vous-même regardez le cadavre. Un cadavre comme ça, hein, son deuil devait être comment? À Mofdé. Respectez les gens qui viennent dans vos pourris d'œil. À Mofdé. Est-ce que ça va, cher public? Voilà donc Valérie Ndongo qui est avec nous sur le plateau de Face à Hussein. Quel grand plaisir de vous retrouver, Valérie Ndongo. Comment allez-vous? Oh, je vais bien, Eric Christian. Me retrouver, je n'étais pas perdu. Hein. Non, loin de là. Valérie est tout le temps parti, mais tout le temps en activité et ça marche plutôt bien pour lui. Alors là, on a commencé l'émission par riche et pauvre. Oui, parce que la vie, en fait, la vie est faite de 2 camps. Hein. Il y a 2 camps dans la vie, il y a les riches et les pauvres. Il y a les nantis, il y a les démunis. Il y a ceux qui sont bien et ceux qui sont mal.
Et puis, moi, c'était intéressant de voir un peu le regard que chacun a sur l'autre. Parce que les pauvres guettent les riches avec un œil, un genre. Et les riches aussi regardent les pauvres avec un œil bizarre. Parfois condescendant. Ça, c'est le complexe de supériorité. Et pour les pauvres, c'est l'inverse. Le complexe d'infériorité. Donc, j'ai trouvé ça marrant, en fait, de voir comment, généralement, les pauvres chez nous, ils estiment que chaque riche qui est riche parce que soit il a donné les fesses, soit il a vendu quelque chose, soit il a tué quelqu'un, il a trempé les mains quelque part. Et puis, parfois, les riches aussi, ils oublient que forcément, s'ils sont riches, c'est qu'ils ont eu des coups de main. Ça peut être ton père, ça peut être des amis, ça peut être l'école. Mais si tu as eu des bonnes écoles, parce que tu as bien eu quelqu'un qui a financé cela. De toutes les façons, c'est intéressant de voir le regard de chacun sur l'autre. Absolument. Et puis la vie, finalement, repose sur ce principe de dualité. Hein. Le bien, le mal, le riche, le pauvre. C'est ainsi que la vie est faite, finalement, Valérie. Tout à fait, bien sûr, la vie est faite comme ça. Là. Il y a les hauts, il y a les bas, il y a les hommes et les femmes. Il y a le bien, le mal. Donc, c'est essentiellement ça. Même comme le monde d'aujourd'hui semble vouloir créer une troisième possibilité. Alors, est-ce que vous continuez à déclamer les poèmes, Valérie, donc, comme vous le faisiez à l'époque, à la ronde des poètes, il y a très très longtemps? Ah non, ça fait très très longtemps que j'ai pas déclamé. Vous êtes toujours aussi attaché à la poésie, non? Oui, mais ça, c'est la poésie, c'est dans l'âme, ça fait partie de mon être. Mais la déclamation de poèmes, c'est un exercice qu'il faut pouvoir faire à un moment ou à un autre. Mais ça fait très longtemps que je n'ai pas fait cet exercice-là. Et adapter les textes poétiques au théâtre, vous ne le faites plus, ça fait quand même... Non, ça je l'ai fait au début, en fait. C'est la poésie qui m'amène à l'humour. C'est en déclamant des poèmes, c'est en adaptant des poèmes en sketch que j'ai fini par devenir humoriste. Je n'avais pas prévu être humoriste à la base. Donc c'est vraiment arrivé comme ça en cours de route. Ça arrivait comme ça arrivait que vous. Voilà, de façon accidentelle. Et c'est plutôt tant mieux parce que tant mieux. Ça semble plutôt bien marcher pour vous. Ah, ça marche plutôt bien. Oui, parce qu'on a vu que vous avez pris de l'embonpoint. C'est pas toi qui peux me dire ça. C'est-à-dire que quand tu vois ton poids, tu ne peux pas me parler de poids. Vous avez compris, c'est une très belle ambiance avec Valérie Ndongo. Alors, vous voyez toujours en James Bond ou alors des années après, vous vous dites que... ça, c'est vraiment quand j'étais gamin encore et tout ça. Ah non, vous rêvez toujours de devenir James Bond? Non, en fait, ma passion première, c'est le cinéma. Hein. Et puis, pourquoi j'ai fait James Black, acteur pas comédien? Parce que James Bond, c'est le premier film que j'ai vu dans un ciné-club. C'était en 1987, je crois, à Bafia. Donc, en tout cas, je me souviens des 3 premiers films que j'ai vus au ciné-club. Il y avait James Bond, Opération Tonnerre, avec Roger Moore. Il y avait Rambo 1 et il y avait Big Boss de Bruce Lee. Je me souviens des 3 premiers films que j'ai eu à voir au ciné-club en 87. Et c'est cela qui m'a amené à vouloir faire le cinéma. Et aujourd'hui, je veux toujours faire le cinéma. Je suis passé par l'humour, je suis passé par le théâtre. Mais aujourd'hui, je suis en train de revenir enfin à ma première passion qui est le cinéma. Alors, né à Obala, dans la région du centre du Cameroun. Aubert, voilà, il est à Aubert. Mais vous avez beaucoup voyagé dans le Cameroun parce que la chance quand même d'avoir un grand-père qui était fonctionnaire. Ouais. Enseignant, je crois. Oui, enseignant, elle était professeur de lycée. Vous avez beaucoup voyagé à travers le Cameroun? Beaucoup. Je suis né à Obala, on est allé à Boutmakak, après on est allé à Ombessa, après on est allé à Bafia. Après, je suis allé à Yokadouma, à l'est là-bas. Et après, je suis revenu à Yaoundé, finalement en 1994. Et j'ai pu quitter Yaoundé de façon officielle. Mais par contre, dans Yaoundé, j'ai fait presque tous les quartiers. J'ai habité à Ntaba, à Chelonkak, donc à l'entrée de Ntaba. J'ai habité à Etomeki, derrière aujourd'hui Select. Il n'y avait pas Select à l'époque. J'ai habité à Ekounou, j'ai habité à Nkwayo, Sankomo. J'ai habité à Mimboman Village, Bas Blanc. Et puis j'ai habité à Nguissa. J'ai habité vraiment dans beaucoup de quartiers de Yaoundé. Parmi lesquels des quartiers très populaires, hein, des quartiers... en fait, essentiellement les quartiers populaires. Est-ce que cela a nourri votre inspiration, notamment au niveau de votre parler? Parce que on parle de camp franglais, qui est quand même un langage que beaucoup de jeunes utilisent au Cameroun, un mélange de français, d'anglais et de pidgin. Et vous êtes un des promoteurs du camp franglais à travers vos œuvres. Est-ce que
finalement, le fait d'avoir habité ces quartiers-là, d'avoir été en contact aussi avec toutes ces réalités, vous ont façonné cette façon de parler, cette approche assez particulière que vous avez de monter vos spectacles. Ben oui, obligé. Je pense que l'homme est ce que est la somme de ses expériences. Je ne sais pas quel grand savant disait cela, mais je le dis parce que je pense que c'est réel. Là où vous vivez, les gens que vous côtoyez, l'entourage qui est le vôtre, c'est ça qui fait de vous ce que vous êtes. Nous, au Quad, on disait, il y avait l'une des maximes, si on te tape, rends. Ça forge le mental. Ça veut dire que, quelle que soit la personne qui te donne un coup, tu dois rendre. Même si après la personne te tape. Mais le fait de rendre, ça prouve que tu as du caractère. La loi du talion. Oui, ça prouve que tu ne te laisses pas faire. Et ça, c'est hyper important. Et au Quad, ça fait partie des maximes principales. Tu vois un peu quoi. Et puis, il y a aussi notre maxime, c'est que demande d'abord. C'est-à-dire que quand tu vois une fille, elle est trop belle, tu fias, on dit, gars, go d'abord, tu axes. Man, non. Axe d'abord. Parfois, il suffit de demander pour qu'on dise oui. Parfois, le fait de ne pas demander, on ne te dira jamais oui. Ça. Et donc, ça fait partie de l'apprentissage de la vie. Et tu comprends qu'il faut toujours essayer. L'école de la vie. Voilà. Hein, il ne faut pas te dire que voilà, le rôle est compliqué, c'est les bobos, c'est les tétés, c'est les enfants des gens. On peut venir du Quad et finalement se faire une place au soleil. Oui, c'est tout à fait possible. Oui. Est-ce que c'est le discours que vous tenez aux jeunes aujourd'hui qui voient en vous une référence, qui voient en vous une icône de l'humour? Parce qu'il y a plein de jeunes qui sont fiers de Valérie Ndongo. Quand vous arrivez, c'est tout le monde qui veut prendre en photo avec vous. Est-ce que c'est le message que vous leur passez, Valérie Ndongo? Vous leur dites que vous aussi, vous pouvez y arriver? Mais je ne dis que ça aux jeunes. Et je n'enseigne que ce que je connais, ce que j'ai vécu. Je ne parle que de mon expérience dans la vie, en fait. Donc, je dis, c'est possible d'aller loin, d'aller très loin. Il faut croire en soi. Il faut être courageux, parce que c'est très dur. Par contre, les gars qui pensent qu'il va arriver, en temps de mouvement, il brise, il devient style, il devient ci, il devient ça. Non. Ça ne marche pas comme ça. C'est vrai que le net permet d'avoir une célébrité assez rapide de nos jours. Mais, oui, mais ce n'est pas ça. Pour être célèbre, il faut durer. Il faut rester au sommet longtemps. Et pour durer, il faut travailler dur aussi. Très dur, très dur. Et ce n'est pas facile. On ne te fera pas de cadeau. Personne ne te fera de cadeau. Donc, il faut se dire que mentalement, il faut renforcer là. Il faut renforcer le mental. Et il faut être endurant. Parce qu'il y a beaucoup d'échecs qui arrivent, beaucoup d'échecs. Les échecs sont plus nombreux que les réussites. Mais c'est les échecs qui forgent les réussites de demain. Alors vous parlez comme quelqu'un qui a la patience. Beaucoup sofa aussi. Hein. Bon, gars, le niveau de galère. Hein. Les gens qui ne croyaient pas en vous, qui vous regardaient un peu comme ça avec des dents. Gars, le niveau de galère que j'ai vécu, parfois moi-même j'en parle, moi j'ai l'impression que c'est un mythe. Non, sauf que c'est vrai. Les gens croient que, ouais, gars, dis donc, laisse ça. Moi, j'ai fait les chantiers. Je creusais les fouilles, je portais le gravier d'un point A à un point B, je tournais le béton, je coulais les dalles, je défrichais les parcelles pour les gens pour avoir de l'argent. Je faisais plein de petits boulots pour pouvoir vivre. Mais je ne les faisais pas tête baissée en me disant que c'est une fatalité. Je ne les faisais pas en me disant que c'est un saut métier. Non, je les faisais parce qu'il faut savoir se battre. Il faut trouver de quoi manger chaque jour. Mais je le faisais en sachant quel était mon vrai rêve, quel était mon objectif. C'était d'être un artiste accompli, connu et reconnu. C'était de laisser une marque et de former des jeunes, de transmettre mon art et qu'après moi, il y ait une histoire, qu'il y ait des gens qui se disent, si aujourd'hui on a fait le stand-up, si aujourd'hui on a fait l'humour, toute cette génération d'humoristes aujourd'hui au Cameroun et en Afrique font l'humour, le stand-up parce que Valérie Ndongo l'a fait. Parce que vous avez révolutionné le stand-up. Parce qu'ils y croient. Absolument. Ils y ont cru parce qu'ils ont dit, mais le gars s'il a fait ça. Chez Wanda, il travaille, il go en bain, grâce au stand-up. Dans l'Afrique, il fait du stand-up et il est propre, il est bien habillé, donc on peut le faire. Alors, je voudrais qu'on parle un peu de la mise sur pied du stand-up night show, qui, on peut le dire aujourd'hui avec beaucoup de fierté, avec un grand sourire comme ça, hein, que c'était le premier rendez-vous humoristique du Cameroun. Et c'était une belle idée de Major AC de Valérie Ndongo. C'est un duo qui finalement peut être considéré comme un duo légendaire. Oui. Quand ça a commencé, vous ne voyez pas les choses arriver comme ça, non? Si, bien sûr. C'est vrai? Oui, bien sûr. Vous avez su que vous allez briser tous les deux? Oui, non, bien sûr, bien sûr. Ah oui? Non, en fait... Mais comment se fait la rencontre de Valérie Ndongo, Major AC? Alors, il faut bien savoir que Valérie Ndongo est le professeur de Major AC. Je le dis très bien en français facile.
C'est-à-dire en 2001, moi je faisais déjà le théâtre depuis 98. Ça fait quand même un petit bout. Il n'y a que des vieux comme toi qui savent qu'en 98, il y avait des choses qui se passaient. Bien sûr, tout à fait. Et moi, j'entre à la Ronde des Poètes avec Jean-Claude Awono, le tout-puissant président de la Ronde des Poètes, inamovible, parce qu'il n'y a pas les élections prévues là-bas. Et puis, je deviens... Jean-Claude Awono. Ah ouais, c'est un grand homme. Et puis, je deviens le premier professeur de théâtre de la Ronde des Poètes. Et je vais au lycée de Colbison, où Jean-Claude Awono était professeur de français. Je crois qu'il y est toujours. Et c'est comme ça que je commence à enseigner le théâtre aux élèves. Et l'élève le plus brillant, c'est Major. Et c'est comme ça que je copte Major. Je commence à travailler avec lui de façon vraiment sérieuse. Et 6 ans après, 8 ans après, dans 2009, il est déjà mature, il est déjà mûr. On lance l'Africa Stand-Up avec le Stand-Up Night Show. Qui a été une belle révolution à l'époque, parce qu'à l'époque, l'humour se faisait, mais se faisait différemment. C'est-à-dire qu'à l'époque, déjà, Michel Cancan, à l'époque voilà, il y a des noms aussi qu'on peut citer, peut-être ceux qui vous ont inspiré. Oui, Jean-Michel Cancan, mais moi, c'est plus Cindy Minja, en fait. Oui, Cindy Minja. C'est vraiment l'école de Cindy Minja. Oui. Mais c'était pas encore le stand-up, quoi. C'est-à-dire que l'idée du stand-up, c'était pas encore véritablement... Si, en fait, c'est la même chose. Le stand-up, c'est juste un effet de mode. Mais qu'est-ce que vous avez apporté, justement, pour qu'on puisse dire aujourd'hui que vous êtes parmi ceux qui ont révolutionné le stand-up au Cameroun? Quelle est la plus-value que Valérie Ndongo et Major Assé ont apporté au stand-up? Alors, c'est très simple. C'est très simple parce que Jean-Michel Cancan nous quitte en 96, 97 par là. Et il y a un passage à vide. Parce que Cindy aussi, il était souffrant, la vie était malade. Daniel Ndo aussi, il était un peu, on va dire, un peu fatigué comme ça. Donc il y a eu un passage à vide. Près de 10 ans, il y a eu un peu un vide. Il y a eu des soubresauts, quelques humoristes qui ont fait. Et puis, bim, à partir de 2008, il y a quelqu'un qui arrive avec un nouveau style. Parce que c'est une époque où il y avait... La bouffonnerie était un peu de mise, en fait. De s'habiller en haillons, de se déguiser. C'était la mode à l'époque. Et on ne s'imaginait pas qu'on peut faire de l'humour étant habillé de façon très classe, de façon décente, comme à son époque. Et c'est ça qu'on apporte. On apporte un humour où on peut faire rire les gens étant habillés normalement, entre guillemets, et on apporte un nouveau style. Le stand-up n'est pas différent du one-man show que Cindy Minja faisait avant, ou Kokam Narcisse, ou bien Def K. Mortoy, ou bien Jimmy Billon. La seule différence, c'est que c'est l'époque. C'est l'époque, c'est les thèmes et c'est la façon de faire. Juste ça. Mais dans le fond, c'est exactement pareil. Le même principe. Exactement. Alors, je propose qu'on regarde le grand retour du duo Major Assé et Valérie Ndongo. C'était lors du Stand-Up Night Show, acte 12. Mais ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas joué. Non, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué Ngando. Je crois que depuis qu'on s'est marié là, on est fini. On est fini. Ngando, tu crois que le mariage est facile? Pas facile. Quand t'es célibataire, on joue, hein? Mais on pouvait tous les jours, Ngando. Et puis qu'on est marié là, c'est difficile. Toi, tu parles de mariage là. Ok, donc tu ne veux pas la parler de Ngando. J'avais expliqué à mon épouse que le mariage c'est dans le cœur. Elle m'a dit que ok. Moi je veux le mariage sur le bois. Et donc, dès qu'on est sorti de la mairie, j'ai enlevé le mariage là, la barre sur le doigt, je me dis que c'est toi qui voulais le mariage sur le doigt. Voilà, alors l'autre barre, prends ça. Mais quand apparemment tu n'as plus là. Donc, au nom que c'est maintenant qu'il remarque ça. Et Mahondo, c'est la sorcellerie. Quelle sérieux? En tout cas, moi je pense que, comme l'a si bien dit un philosophe contemporain venu d'ici, le mariage. Mais c'est seulement... Et personne ne se plaint. Mais on est comme engagement, je commande. On ne peut pas manquer de respect. On est seulement là. On attend d'abord le remaniement, après aussi on commence à jouer. Oh, Major Assé, Valérie Ndongo, vous jouez en poker, vous jouez en poker. Ah, ça me fout. Même les ministres aussi attendent le remaniement. C'est que le truc, c'est que vous allez oublier. Donc, je suis encore dedans. Ou bien je suis bien dehors. Et tu sais que
chaque 2 semaines, il y a des listes qui sortent sur Internet, nouveau gouvernement, nouveau gouvernement. Chaque ministre dit que il n'a pas vu mon nom dans une liste qui passe sur Internet. Non. C'est tout le monde qui attend son nom dedans pour voir que sa famille est haut. Ma personne sera ministre ici dehors. On a failli mourir sans vivre. Mais c'est la vie qui va nous tuer. Non. Tu sais que parmi les ministres de Paul Biya, oui, il est bandant. Il y a une superstar. Une superstar ministre. Jamais voilà un gars qui n'a pas de rien, ni de personne. Oui, il n'a pas de personne. Le type là, il est intelligent. Il a suivi le conseil de son prédécesseur qui avait dit, il avait dit qu'en politique, quand on se voit, on s'accroche à tout. Mais non, c'est pas les mandats. Ça veut dire que c'est pas lui. Le gars s'est accroché. Si le serpent est pas il faut d'abord. S'est accroché là. Tu sais que quand il était d'abord opposant. Non, ouais. Quand le type était opposant, il était nerveux. Donc il est parti. Il est trop. Il est parti. Ça veut dire qu'il était opposant. Dès qu'il a un journaliste. Oh, on n'a pas fait des journalistes. Oui, non. Ça, c'est pas les noms qui vont prononcer maintenant. Elle dit vraiment, moi, je ne sais pas ce que tu as prononcé. Mais elle dit qu'il faut prononcer les gens. On va s'arrêter le gars après. Alors, on a lui à bombarder une terrible question. Alors, monsieur le ministre du Mouvement, maintenant que vous êtes du gouvernement, alors imaginons que le gouvernement se met à, disons, ne plus bien marcher. Est-ce que vous pouvez démissionner? Démissionner? Moi, démissionner. Oui, mais monsieur le ministre, si ça ne marche pas. Ça ne fait pas l'objet de mon délire. Oui, mais si ça ne marche plus, mais démissionner, monsieur le ministre. Démissionner. Moi, un mandat, 20 ans dans le noir. 20 ans dans le noir. Parce que j'ai marché avec les gens pour éliminer. Oui, mais monsieur le ministre, si ça ne marche plus. Je n'ai même pas encore fait 7 ans dans mon poste comme mon prédécesseur. Et vous voulez jamais la recater? Mais je vais monsieur le ministre. Vous voulez fait 7 ans ici là. Vous voulez jamais la recater? Mais si ça ne marche plus, ayez le courage de démissionner. C'est le meilleur président du monde mondial. Alors, de magnifiques images comme ça, hein, ça fait toujours plaisir. C'est-à-dire que là, on a senti que vous vous êtes manqués tous les deux. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Hein, on voit sur scène toujours cette complicité-là. Oui. Bien sûr, mais comme on dit... les choses ont changé. Oui, mais comme on dit, les bonnes choses... Mais il n'y a jamais eu de rivalité entre vous deux, non? Non. Major, c'est mon élève. On ne va pas être rival de son élève. Mais la fierté d'un prof, c'est de voir que son élève y allait loin, très loin. Et même plus loin que soi, tu vois. Maintenant, il faut avoir la vision de la carrière. Il faut avoir la vision du professionnalisme qui fait partie, qui est un métier en fait, et qui fait partie de toi. Donc, une carrière, on la mène toute sa vie. On la jette toute sa vie. Dans le milieu artistique, techniquement, la retraite n'est pas prévue, pardon. La retraite, c'est la mort en fait. Même quand on est peut-être parfois, on est très vieux, on est fatigué, on décide de ne plus jouer, mais on peut garder des petits rôles, des petits trucs. Techniquement, il n'y a pas de retraite dans l'art. La retraite d'un artiste, c'est sa mort. Mais son œuvre continue à perdurer. C'est là où les fonctionnaires nous regardent souvent avec les mauvais yeux. Parce qu'ils savent qu'un jour, ils vont aller en retraite. Nous, on sera encore là. Puis, de toutes les façons, les artistes, hein, je veux dire qu'il n'y a pas d'âge. Hein, ah non, il n'y a pas. Il n'y a qu'à voir Oncle Tsama, qui est toujours aussi le bon vieux, bon oeil. Vous avez l'occasion de le revoir, Oncle Tsama? Oui, bien sûr. Il y a Daniel Do. L'année passée, Daniel Do, bien sûr. L'année passée, on a fait le Bonne Année Cameroun, la première édition. Il était le premier parrain. C'était une façon pour moi de lui rendre hommage, parce que Daniel Do, il a été mon professeur en 98. J'ai fait l'école de théâtre en 98 chez Daniel Do. Il a été mon premier professeur de théâtre et c'était pour moi l'occasion de lui rendre hommage pour sa longue
très longue et brillante carrière parce que Daniel Ndo, il est le doyen de l'humour africain. Ce n'est pas une affaire de Cameroun. C'est une affaire de doyen de l'humour africain. Africain d'Afrique. Tu vois un peu quoi. En tout cas, Daniel Ndo, oncle Tsama, on t'embrasse bien fort et bravo parce que tu es une source d'inspiration pour beaucoup de jeunes. Il y a un beau témoignage comme ça parce que malheureusement dans notre univers et parfois dans les milieux artistiques, la reconnaissance parfois n'est pas la chose la mieux partagée. Beaucoup se plaignent de l'ingratitude de certains. On vous tient la main, vous arrivez mais vous ne reconnaissez pas. Oui, mais moi, c'est quand même l'exception finalement. Oui, mais je pense que les... Ça veut dire merci. Oui, parce que les ingrats, c'est les feignants, c'est les arrivistes. Quand quelqu'un est ingrat, c'est qu'il ne savait pas qu'il allait réussir. Il n'était pas sûr de lui, il n'était pas sûr de son talent. Et il n'a pas suffisamment travaillé pour cela. Les ingrats, généralement, c'est les gens que le succès surprend. Ils ne savaient pas que ça allait arriver. Quand on travaille, quand on sait ce qu'on fait, on sait qu'on va réussir. Ça peut prendre du temps, mais on sait qu'on va réussir et on sait qu'on a une réussite solide et durable, et très durable. Moi, je ne peux pas être ingrat, ce n'est pas possible. Parce qu'il y a des gens, à un moment ou un autre de ma vie, de ma carrière, m'ont donné un coup de main, m'ont appris une ou deux choses, et être ingrat, c'est être stupide. C'est ne pas comprendre c'est quoi l'art. L'art, c'est le partage, et l'art, c'est la reconnaissance. Et c'est le respect, le respect. C'est hyper important de respecter ceux qui étaient là avant toi, même s'ils n'ont pas eu ton succès. Même s'ils n'ont pas eu ton argent, il faut les respecter. Et respecter aussi ceux qui arrivent et qui sont promis à un bel avenir. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans votre parcours, vous faites preuve d'une grande générosité à travers notamment la mise sur pied d'une association. Je crois que c'est l'association Africa Stand Up. Et vous décidez de dénicher d'autres talents aussi. Pas seulement au niveau du Cameroun, parce qu'aujourd'hui, vous avez une dimension panafricaine de Valérie Ndongo. Ah oui, mais ça fait longtemps, Eric Christian, tu le sais. Vous avez toujours été dans cette position. J'ai commencé les formations en 2009. On a mis sur pied la première académie de formation d'humour en Afrique. C'est la première, ce n'est pas la deuxième, c'est bien la première. Aujourd'hui, l'association est devenue une entreprise. C'est une entreprise. En temps, vous êtes devenu un chef d'entreprise dans le domaine culturel. Oui. Ah oui, bien sûr. Ah oui, vous assumez totalement. Ah oui, mais je suis un chef d'entreprise. Ça se voit. Oui, mais attends, quand tu... quand tu abrises. Non, quand tu fais la DSF en fin d'année et que tu verses des millions aux impôts, tu rigoles pas. Hein? Ah, vous payez les impôts? Bah oui, je paye les impôts. Je fais ma DSF au CISPLI, c'est à l'Omnisport. De toute façon, si est-ce que c'est facile justement de partir du statut d'artiste humoriste, artiste qui fait rigoler, à artiste chef d'entreprise culturelle? Qu'est-ce qui change en fait? En fait, c'est le chemin, c'est le parcours obligatoire en fait. Donc, si on veut être respecté, c'est comme ça. Non, si on prend son métier au sérieux, on va devenir un entrepreneur. Et quand on fait un métier, on est un professionnel. Je vous l'ai dit, si tu ne payes pas les impôts vont te gérer. Les impôts, c'est pire qu'une femme. Ça va te gérer tôt ou tard. Donc, quand on devient un chef d'entreprise, il y a des salaires qu'il faut déclarer, il y a des employés qu'il faut gérer, il y a les impôts qu'il faut payer. C'est hyper important. Et maintenant, ça vous donne une stature et ça vous oblige à être encore plus professionnel et méticuleux. Tu es obligé de payer un cabinet comptable pour gérer tes comptes, sinon... Alors aujourd'hui, vous avez combien d'employés, Valérie Ndongo? Je sais que vous avez le Valérie Ndongo Comedy Club qui est vraiment the place to be au niveau des Yaoundé, au quartier Etoile Meki, derrière le bureau des impôts. Si vous êtes passé non, pas derrière, à côté en fait. À côté voilà, du bureau des impôts. À l'entrée. Le centre des impôts de Etoile Meki. En fait, c'est un centre d'appel des impôts. Je ne sais pas, on appelle pour faire quoi, pour demander quoi. On appelle seulement. Vous payez les impôts. Vous êtes mieux placé pour nous dire. Oui, mais moi, ce n'est pas là-bas qu'ils payent. Il n'y a pas du coup là-bas. En plus, c'est en ligne. C'est devenu, je veux dire que l'espace de référence, de diffusion des spectacles. Comment on en arrive là, Valérie Ndongo? Parce que vous avez beaucoup tourné à travers l'Afrique, à travers le monde aussi. C'était important pour vous de vous poser au pays et d'avoir cet espace-là? Mais oui, c'est un très vieux projet. Le projet de Comedy Club, je l'ai depuis 2011, 2012 par là, d'ouvrir un Comedy Club. Mais il a fallu du temps, comme avait dit quelqu'un, parce que c'est des projets que vous faites généralement à fonds propres. Il fallait réunir des fonds, prendre le temps de créer un lieu. Aujourd'hui, c'est le seul lieu au Cameroun qui appartient à un artiste où on fait de l'humour
tous les vendredis, tous les samedis, tu le sais. Tous les vendredis, samedis, que je sois là ou pas, parce que je voyage tout le temps, il y a des spectacles de stand-up. On fait de l'humour tous les vendredis et samedis. C'est ouvert au grand public? Oui, c'est ouvert au grand public. En plus, on peut pouvoir joindre l'utile à l'agréable parce qu'à côté il y a un bar, il y a un bar, restaurant. Obligé. Il paraît que des fois aussi, vous mettez dans la peau de celui qui va servir et tout ça. Mais oui, ça permet d'être en phase aussi avec le public. Non, en fait, c'est parce qu'il faut gagner l'argent. C'est-à-dire que vraiment, les gens qui me voient servir pensent que je suis gentil. Non, ils cherchent l'argent. Il ne faut pas mélanger les choses. Il n'y a pas de complexe. Mais je cherche l'argent en étant sympa. C'est ça. C'est mon métier. Mais il n'y a pas de complexe. C'est-à-dire que, en fait, Valérie Ndongo, quand on regarde sur des chaînes internationales qui présentent le Burger King africain ou qui participent à Fort Boyard, Afrique, mais être aussi d'une humilité, même si on cherche l'argent. Non, mais c'est parce que je sais ce que je veux, je sais d'où je viens. Le succès ne vous a pas pris la tête. Ça ne m'a pas surpris. Ça surprend les gens et c'est là où ils se prennent la tête. Mais quand je sers les gens dans mon bar, que ce soit à boire ou à manger, c'est parce que les gens qui consomment nous aident à payer les factures. Et il faut respecter les consommateurs. Absolument. Celui qui consomme te donne de l'argent qui te permet de payer des charges fixes. Tu ne vas pas venir là, oh non, attends. Toi là, viens le servir. Non, mais je te sens que c'est le problème. Et c'est hyper important. Et ça crée une ambiance conviviale. Les gens viennent, ils sont contents, on fait les photos. Et généralement, c'est eux qui m'offrent à boire et à manger. La chance. Non, parce qu'un barman sérieux mange dans les factures des clients. Il faut être gentil. Et c'est un concept qui marche bien, on l'a dit, c'est le seul espace à Yaoundé où on peut avoir de l'humour de qualité, que vous soyez là ou pas. Ça veut dire que vous préparez la relève aussi. Il y a plein de jeunes qui sont passés notamment sur le Stand-Up Night Show ou l'Africa Stand-Up Festival, que vous repérez comme ça et que vous mettez en orbite. Tout le monde ou presque, est passé par Africa Stand-Up, que ce soit de Major à Moustique qui a fait un tour éclair, tous les jeunes, Shalom Tamak, vraiment la plupart des grands noms de l'humour camerounais et africain sont passés par Africa Stand-Up d'une façon ou d'une autre. Et aujourd'hui, Africa Stand-Up regorge des talents inouïs parce qu'on fait de la formation en continu. Parmi les dernières révélations, il y a Hissène Amazia, excellentissime humoriste, qui est médecin extraordinaire et qui a été promu directeur par intérim. Donc je profite pour dire au ministère de la Santé que vraiment confirme l'enfant des gens qui ont ces problèmes. Le ministre Malaouda Malachi. Le docteur Malaouda Malachi. Bien sûr, ministre de la Santé. Ah, donc il ne faut pas dire monsieur, c'est docteur. Donc il y a, vous avez Hissène Amazia, vous avez Daina Ada, vous avez Arash Clou, qui actuellement crève le plafond du net, des réseaux sociaux. Il y a Atoupson, qui également est très très en vue sur les réseaux sociaux. Il y a Arthur qui monte également, il y a Simon, il y a Sylvanie. Donc en fait, ça se féminise aussi. Hein. Oui. De plus en plus. Ah oui, il y a Sylvanie. Sans complexe. Hein, il y a Sylvanie, il y a Daina Ada, il y a Joyce, Joyce Aladé, il y a Stéphanie Ayike, il y a Norma. Donc il y a beaucoup de femmes. C'est pour ça qu'il y a Valérie et ses drôles de dames, qui est un concept vraiment pour valoriser, mettre en avant les femmes. Il y a Ndolo Lamour, comment je peux l'oublier également. Il y a personne, il y a le feu Blaise Kalaba, qui était un talent de malade. C'était un génie. Chaque fois, je lui disais que petit, tu veux m'envoyer à la retraite, mais je suis encore là. Et vraiment, la mort l'a arraché au pire moment, quoi. Donc, c'est vraiment un travail de fond qu'on fait Africa Stand-Up. La formation. Tous les vendredis et samedis, les gars rodent leur sketch. Au bout de 4-5 passages, le sketch, il est bon. Et tout le monde passe. Et c'est bien parce que on ne fait pas que programmer les superstars. On programme les inconnus. Donc les gens, quand ils viennent au Comedy Club le vendredi et samedi, généralement, ils ne savent pas qui vont voir. Ils ont vu le visuel, ils ont vu des noms, ils ne les connaissent pas, mais ils savent que c'est Africa Stand-Up, c'est le Valérie Ndongo Comedy Club. C'est un label de qualité. Ça va être du bon. Et les gens viennent. En tout cas, bravo pour toutes ces initiatives de promotion des talents dans le domaine de l'humour. De temps en temps aussi, casquette de présentateur. Vous auriez pu présenter cette émission, hein, Valérie Ndongo. Non, mais si tu t'amuses, je vole ton travail. Il n'y a pas de problème. Hein. Alors, la transition aussi, c'est d'être sollicité pour participer à des émissions mythiques, même si ce sont des adaptations africaines, telles que Fort Boyard, ça fait toujours plaisir. Alors, la reconnaissance à l'international. Oui, mais je crois que tu le sais. Les humoristes à travers le monde, en Europe, aux États-Unis, sont multidimensionnels. Ça sonne bien, ça fait un genre. Les humoristes, c'est des gens qui, généralement, ils finissent acteurs de cinéma
Et ils sont presque tous chroniqueurs. Et pour la plupart sont animateurs, sont présentateurs. Le métier d'humoriste a ça de spécial, c'est qu'il te forme à une palette de métiers. Au départ, tu n'es pas au courant, mais en avançant, tu découvres tout ça. Donc, on finit au cinéma, tous ou presque, parce qu'aujourd'hui, une grosse production, il y a toujours un stand-upper. Il y a toujours un stand-upper, il y a toujours un YouTuber. Et généralement, un stand-upper et YouTuber maintenant, parce qu'il faut faire les deux pour s'en sortir. Les réseaux sociaux. Ah oui, oui, ah oui. Ah oui, oui. Les médias aujourd'hui, c'est important. Moi-même, je suis devenu influenceur, c'est obligé. Oui, avec les publications tout le temps sur. C'est obligé, c'est obligé. On va publier beaucoup les membres de votre famille, le bébé, en train de langer le bébé, donner le bain au bébé. Ça vous fait plaisir aussi de partager ces instants de vie privée avec vos followers sur les réseaux sociaux? En fait, les vidéos avec ma fille, dans la dernière, on va dire c'est un peu un accident, parce que je le fais depuis très longtemps. Tous mes enfants, je faisais ça avec eux. Donc je l'avais ma fille un jour, et c'est ma femme qui me dit, tiens, je fais une vidéo. C'est ma femme, hein, c'est pas moi. Oui. C'est ma femme qui me dit, tiens, je fais une vidéo. Elle fait la vidéo, je trouve ça sympa. Et dans la vidéo, de façon instinctive, je me mets à parler pour expliquer ce que je fais. Après, on publie, bam, 1,3 million de vues en moins d'une semaine. Je me dis, bon, bah, on a trouvé un filon. Il faut creuser de ce côté-là. Et puis on continue. En même temps, c'est sympa. Ça me fait plaisir de laver ma fille. Et puis de donner des conseils aux hommes et aux femmes aussi. Parce qu'il y a les femmes qui ne savent pas que les hommes peuvent les conseiller sur comment garder un enfant. Attention. En tout cas, allez sur la page Facebook de Valérie Ndongo. Vous verrez ces vidéos-là où il donne le beurre à son enfant, donne à manger à son enfant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une vie de famille totalement épanouie. On parlait de madame tout à l'heure. Les enfants, vous avez réussi à vous stabiliser, pardon. Ça, c'est aussi, on va dire quoi, à mettre à l'actif de l'humour que vous faites. Non, pas seulement. Non, c'est pas l'humour, c'est l'homme. D'accord. J'ai 8 ans de mariage aujourd'hui. Je me suis marié, ça fait 8 ans. Enfin, ça va faire 8 ans en décembre. Donc, je suis à la 8e année de mariage. Ma femme, je la connais depuis pratiquement 12 ans. Je l'ai connue en 2012, étant qu'étudiante. Mais elle finissait des études. Donc, je ne l'ai pas détournée. On a pris le temps de bien se connaître, de se fréquenter. Quand on s'est mariés, je pense que notre amour était déjà mature. On était prêts vraiment à s'engager tous les deux sur le chemin de la vie. Et là, il n'y a pas de nuages. Même quand les nuages arrivent, on dissipe ça. Parce que quand on s'entend, quand on se comprend, on se pardonne, on s'écoute. Et on accepte que l'autre est comme ça. Et on avance ensemble. Aujourd'hui, on a 5 enfants. 5 enfants, des merveilleux enfants. Et la dernière, bon... c'est la plus célèbre. Oui, c'est la plus célèbre. La vidéo sur Facebook. Voilà, merci beaucoup Valérie. Mais c'est pas la seule. Attends, je coupe pas. Il y a Cristal, sa grande sœur, qui fait beaucoup de vidéos avant. Elle en a fait pas mal avec Takam. Elle a tourné beaucoup avec vous l'encouragez aussi. Mais oui. Bah oui, bien sûr, c'est important. Dans la vie, il n'y a pas que l'école. Il n'y a pas que l'école. L'école, c'est la base. Il faut faire l'école, c'est hyper important. Mais il faut regarder ailleurs. Il faut tenter ailleurs. Et il faut que les parents encouragent les enfants dans tout ce qu'ils font de positif. À libérer leur esprit. Je propose qu'on regarde Sapologie. Et quand on reviendra, donc, ce sera pour conclure cette émission avec une belle surprise que nous réserve Valérie Ndongo. Ce soir, nous allons parler de la SAPI. La société des ambianceurs et des personnes élégantes. D'où vient la SAPI? Au commencement, l'homme était nu. Il se faisait piquer par les moustiques et crevait de froid toute la nuit. Il vit que ce n'était pas bon. Il trouva les feuilles de bananier, les perles de collier et des lianes de baobab. Il harmonisa le tout, trouva l'équilibre entre la nature et la matière. Et il vit que c'était bon. C'était les premiers sapeurs. Harwa! Et Azambome, Aneneme, il y a le bon bongoman. Et anti-Zambom, Zanga Biaibongo, Almondomane dit, on m'appelle sapeur pygmée. Même si les Bantous du Congo nous ont volé la sapologie, nous on a gardé la quintessence de la sapé. Le sapeur pygmée est un sapeur spirituel. Son esprit intègre et désintègre tous les concepts sapologues pour extraire le nectar de la sapé. La fumée annonce mon arrivée.
Le feu de brousse éclaire mon passage. Vif comme le mamba vert, rapide comme le jaguar, rusé comme le léopard. Je capte les couleurs comme le climat change d'humeur selon les saisons. La vie d'un sapeur est une vie de sacrifice. Quand on est sapeur, on transcende. Si tu as faim, tu transcendes. Il fait chaud, tu transcendes. Il plaît sur toi, tu transcendes. La transcendance est un rite initiatique qui permet aux sapeurs de percevoir les futurs concepts sapologiques. Madiatans s'entrecoupe de poses contemporaines pour montrer que la temporalité de l'infini n'a pas d'emprise sur le sapeur pygmée. Présentation. Veste invisible. Pour montrer la toute-puissance de la spiritualité sur le corps. Ferme tes yeux et visualise ma veste en harmonie avec le reste de ma sape. Cravate à base de la formule de Coca-Cola. Tu as beau chercher, tu ne verras jamais. Chemise fabriquée à base de soufre de phacochère. Ferme les yeux, tu visualises. Bretelle Amintumba de Boumiebel harmonisée avec le geyser de Domche. Ceinture. Cuir spécial prélevé sur la peau d'un pangolin albinos. Pantalon quart de taille, tissu ultra fin, pour laisser passer les vents et ne pas être emporté en cas de tempête. Châssis, carapace de tortille, silhouette forme de fer à repasser, élastomère silencieuse, pour montrer que la véritable élégance ne fait pas de bruit. Car la pluie annonce mon départ. Les éclairs accompagnent ma démarche. Je me sape et me dessape à la vitesse du piment dans la sauce. Je n'équilibre pas, je ne déséquilibre pas, je rééquilibre. Voilà, sapologie, c'est l'Afrique aussi qui est représentée. Hein. Oui. Que l'on soit camerounais, congolais, tchadien, il y a toujours un brin de sapologie. Hein. Il faut quand même rendre hommage au Congo. La sapologie, la terre de la sapologie. C'est le Congo. Hein, comme on dit, moi, Namboka. Au début, je n'aimais pas ce mouvement. Je trouvais ça stupide. Parce qu'un sapeur, à Paname, c'est un gars, il peut cotiser pendant 3 mois 2000 € de son maigre salaire qu'il gagne difficilement pour acheter une paire de chaussures. Donc je ne comprenais pas ça, je trouvais ça stupide, je trouvais ça débile. Mais quand tu comprends la philosophie sapologique, quand tu comprends le mouvement sapologue, quand tu vois d'où ça sort, quand tu comprends pourquoi ces gars aiment s'habiller, parce qu'ils donnent de la valeur aux vêtements. Et la sapologie, ce n'est pas seulement l'habillement. C'est comment toi, pas ta tchatch, tu valorises le vêtement. Et c'est ça qu'ils appellent la diatance. Diata, c'est du lari au Congo. C'est pour dire, quand je suis habillé, je ne m'habille pas avec du toc. Parce que la sapologie, c'est l'ennemi de la friperie. C'est l'ennemi de la chinoiserie. Parce qu'un homme doit bien s'habiller. Savoir s'habiller. Il doit connaître le linge. Il doit connaître le linge. Il doit savoir ce qu'il porte, comment il le porte. Et ça rehausse ta personnalité et ça met en valeur tes atouts. Et quand tu comprends le mouvement sapologue, tu penses au sérieux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les plus grands créateurs de mode, Dior, tout ce que tu veux, ont compris ça. Les sapeurs sont devenus des mannequins. Absolument. Ils sont devenus des égéries. Même si en Europe, on ne parle pas de sapologie, on s'inspire aussi de ce courant-là. Mais oui. Et on peut être fiers de cela, nous, les Africains. Ils ne parlent pas de la sapologie pour le mal, c'est pour le mauvais cœur. Mais, comme on dit dans la sapologie, le blanc fait le vêtement, nous, on sait s'habiller. C'est ça. C'est une façon de dire que il faut connaître la valeur, il faut savoir ce que tu portes. Alors, les prochains projets sur lesquels vous travaillez en ce moment, Valérie Ndongo? Alors, on travaille sur beaucoup de projets. Le projet, on va dire, immédiat, c'est un nouveau magazine pour Canal+. Et ça, c'est cool parce que ça fait grandir la boîte de production. Super. Ça donne plus d'emplois. Tout à l'heure, tu m'as demandé, je n'ai même pas répondu, combien d'employés j'ai. J'ai exactement 3 employés à temps plein. Ah, super. Je ne peux pas payer plus parce qu'il y a des charges. Maintenant, chaque fois qu'il y a un projet, j'embauche à peu près 30-40 personnes.
qu'on paye à la tâche. Donc, je ne peux pas les affilier à la CNPS, machin. C'est vraiment des tâcherons, comme on dit. Le temps du projet, après, ils partent. Mais c'est minimum 30 personnes par projet. Maintenant, avec la boîte de production qui grandit avec ce magazine que Canal+ nous a commandé, vous tournez au Cameroun, vous tournez... Absolument au Cameroun, ça j'y tiens. J'ai eu beaucoup de propositions pour aller à Abidjan. J'ai dit jamais. C'est important de faire... Oui, c'est important de faire des choses au Cameroun avec la main-d'œuvre locale. Les ingénieurs du son, la lumière, les cadreurs, les gars, la post-prod, tout ça, c'est important. Donc, cette nouvelle production va nous permettre d'avoir plus d'employés à temps plein. On travaille également sur la saison 2 de Congossa Lounge. Et ça, c'est magnifique. On va la faire, au Cameroun aussi. Super. Et il y a l'Africa Sound Festival. Bon, là, c'est en 2025 déjà. Et il y a Bonne Année Cameroun saison 2. Si je finis par m'entendre avec la CATV. Ce serait bien aussi. Peut-être qu'on va s'entendre. Oui. Non, c'est sûr qu'on va s'entendre. Ah oui, non, pas ça. Pas quand il s'entendre. C'est l'argent. Hein? Oui, bien sûr, parce que vous êtes devenu un homme d'affaires dans le domaine de l'entrepreneuriat culturel. Merci beaucoup Valérie Ndongo d'avoir accepté notre invitation. La belle surprise, c'est celle que vous réservez aux téléspectateurs de Face à ECN. Je les laisse découvrir et c'est dans un instant. Merci à tous et à toutes au nom de l'équipe de production de nous avoir regardés. À très bientôt. On se quitte avec Valérie Ndongo, toujours aussi au top. Ok, alors maintenant, chers téléspectateurs, ça va se passer dans le Roha. Un temps de mouvement. Quand je dis il y a quoi, les gars, vous répondez chez vous, il n'y a rien. C'est l'homme qui a peur. On joue le jeu. J'adore d'être comme ça devant vous parce que vous savez, dans la vie, il y a des gens qui ne servent à rien. Oui. Parmi ceux qui regardent là maintenant, il y en a qui ne servent à rien. Il y a des gens comme ça, tu lui parles de ce que tu veux, des projets structurants, de comment il faut faire pour l'avenir. Lui, il est seulement là comme ça que... Ma grande, tu dis que quoi? Il y a des gens qui ne servent à rien. Vous savez, dans chaque famille ici chez nous, il y a toujours un gars qui ne sert à rien. C'est un gars. C'est jamais une fille. Parce qu'une fille finit par servir à quelque chose. Elle va se marier, son gars va venir gérer les cotisations pour le deuil, pour les mariages. Donc, elle va finir par servir à un truc. Mais il y a toujours un gars qui ne sert à rien. Dans chaque famille, on sait c'est qui. On ne dit pas son nom, mais on sait c'est qui. Moi, chez moi, j'ai 3 gars. Que s'il fallait vendre un gars pour Brice, on sait tous qui on va dans la famille. Et vous savez que les gars qui ne servent à rien, et c'est les gars que les matins yamo. Les matins, c'est une race de gens possédés. Tu ne peux pas comprendre les gens là. Plus un gars ne sert à rien, plus la matin le yamo. C'est comme s'il télécharge tout son amour sur le gars qui ne sert à rien. C'est pour ça que chaque fois que la matin d'aille, il y a toujours un gars dans la famille. Il pleure, il pleure plus que tout le monde. On dit seulement que, je dis, hein, la mère, si elle avait seulement un seul enfant, c'est parce que l'enfant là, il sait que comme sa mère est gola, maintenant là, on va le gérer un tout. C'est pour ça que pendant l'enterrement, vous savez, il y a toujours un moment très émouvant. Le moment où on prend le corps pour mettre sous terre l'enfant qui ne sert à rien là. Comme sa mater Diago, il fonce, il veut plonger pour boire avec la mater. Il a toujours 2 de ses frères qui le bloquent. Comme bon, tu ne peux pas go comme ça là. On va d'abord te gérer un tour. Et les gens qui ne servent à rien, ils ne meurent pas vite. Je te dis, plus un gars ne sert à rien, moins vite il meurt. Quand tu es gentil comme ça, là, oh non, tu meurs vite. Les gars qui arrivent au village, ils font les puits d'eau, ils paient le col aux gens, les gens, on les mange en sorcellerie, ils meurent. Mais quand tu es méchant, les gars méchants, ils ne meurent pas vite. C'est comme dans chaque village, il y a toujours un pâté là. Il est vieux, il a un manguier, il ne vend pas ses mangues. Les mangues pourrissent, ça tombe, il ne touche même pas. Il est mauvais, le mauvais cœur. Le père là, il ne meurt pas vite, je te jure. Les gars qui ne servent à rien, ils sont comme les vieux de ce pays. Vous savez, quand il y a eu le coronavirus, non, les Blancs ont dit que c'est une maladie qui touche les vieux, que les vieux sont vulnérables. Nous, on s'est dit que, Seigneur, on a 3 vieux chez nous là. Toi-même, prends-les dans ta paix. On ne veut pas les problèmes. Il y a quoi, les gars? Il n'y a rien, c'est l'homme qui a peur. On joue le jeu. Allez, on est ensemble.